des objets d'art volés pendant la colonisation allemande au Cameroun. Cette histoire-là qui est méconnue de beaucoup. Le but de la recherche, je le dirais, était justement de tendre le micro aux descendants de nos premiers pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les faits historiques sont relatés là? Bonsoir chers abonnés, je vous présente un visage que vous reconnaissez très certainement, Dr Deschanel, tant que docteur en devenir bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter donc pour ceux qui nous regardent ce soir? Bonsoir, je merci encore une fois de plus pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur ton plateau pour étayer notre communauté sur ce que nous faisons dans l'ombre. Oui, comme tu l'as dit, docteur en devenir, bon, je ne suis pas encore doctorat, comme je me suis mal dit, doctorant. Et je viens tout juste de commencer avec ma thèse de doctorat, notamment depuis le mois d'octobre. Et ça s'inscrit justement dans la suite logique des recherches que j'ai eu à mener jusqu'ici. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Donc effectivement, je viens à la thèse de doctorat. Exactement. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, il s'agit en fait de sa thèse de doctorat en tant que provenience force. Alors, ce que ça veut dire en français, ça veut dire recherche en source de provenance des objets d'art volés pendant la colonisation allemande au Cameroun. Par rapport à ta recherche, c'est même bien que tu en parles, par rapport à ton thème de recherche. Mais on a appris que ton directeur de recherche, le directeur du Musée national du Cameroun, apparemment il est décédé. Oui, c'est une nouvelle qui nous a surpris, qui nous a beaucoup touché aussi, parce qu'un mentor, c'est ton grand frère qui a accepté de co-diriger ma thèse de doctorat, et l'idée même de m'inscrire en thèse est venue de lui, parce que lors de notre voyage de recherche au Cameroun en avril, nous sommes allés dans son bureau, c'était la première fois que je le rencontrais. Le premier contact, parce que pendant la préparation du voyage, j'étais plus responsable de la préparation sur le terrain, c'est-à-dire avec nos correspondants, nos collaborateurs scientifiques, que je salue déjà alors, mon très ami respecté Tangana. Et maintenant, le docteur Richard, qui est mon premier encadreur, s'occupait de la partie officielle. Et donc, il y avait des échanges avec les professeurs eux-mêmes et tout. Mais moi, je ne le connaissais pas personnellement avant mon voyage. Donc, une fois dans le Cameroun, quand le docteur Richard nous a rejoints, nous sommes allés dans son bureau, il nous a chaleureusement accueillis. On a échangé autour des questions politiques, l'objet de notre visite. Donc, vous n'avez même pas eu le temps de travailler ensemble avec malheureusement, la mort a eu raison. Et vraiment, toutes nos condoléances à la famille du défunt. Et à toi aussi, oui, parce que c'était une personne assez simple. C'était la première fois de ma vie d'avoir affaire à une personne de pouvoir qui était assez humble, assez ouvert, simpliste dans sa manière de faire. En plus, dans un pays comme le Cameroun, où le pouvoir parfois peut rendre fou, exactement. Donc, pour moi, sa simplicité m'a beaucoup marqué. J'ai encore eu la chance d'échanger avec lui en juin, ici au Musée des 5 continents, parce qu'ils sont venus dans le cadre de la continuité de nos recherches. Tu nous as parlé de cette visite, je crois qu'on va revenir sur cette visite. Mais maintenant, avant d'arriver sur la visite de ton encadreur en Allemagne, au Musée des 5 continents, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule ton voyage au Cameroun en avril, quand tu vas pour la recherche de provenience? On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, mais on veut savoir comment est-ce que ça se déroule du côté scientifique, du côté humain également. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période-là? Cette période a été très riche en termes d'enseignement parce que c'était la toute première fois pour moi, donc jeune chercheur, de faire mes débuts sur le champ de recherche, de rencontrer des personnes de toutes catégories d'âge et de mener des interviews dans les zones reculées de notre capitale politique Yaoundé, parce que mon champ de recherche s'étendait côté de Fou, dans la ville même de Fou, pas le département, la ville même de Fou. Dans la Meufou et à Fama, justement. Le département de la Meufou. J'ai eu à rencontrer des patriarches, des personnes assez âgées, des personnes qui ont vécu les deux guerres. J'étais très très surpris de la conservation. Juste pour qu'on sache, quelqu'un qui a vécu les deux guerres, c'est un gros ça. Tu peux avoir quel âge? Le plus vieux que j'ai rencontré, il avait déjà, il a 105 ans. Wow.
Et il marchait encore sur ses deux pieds avec ses deux béquilles, mais il s'est déplacé. Et tu as réussi à discuter avec lui? Oui, on a échangé. Et vous discutez en quelle langue? Voilà, c'est pas une question. On a échangé, mais en langue locale, boulot. Ok, en langue En locale. langue boulot, parce que ce ne sont pas des personnes qui ont essayé, je veux dire, qui n'étaient pas très fascinés par la langue du blanc. Donc, ils ont conservé leur culture depuis le langage. Et il y a beaucoup d'informations qui nous ont été transmises, mais codifiées. Genre avec la sagesse. Avec la sagesse, oui. Il y a même des parties des conversations que je n'avais pas le droit d'enregistrer et des photos que j'ai eu à faire que je n'ai pas le droit jusqu'ici de publier. Pas parce que ma hiérarchie me comprend, non, parce que il y a le côté sacré aussi des recherches. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette facilité-là de pouvoir avoir accès à ce genre de personnes, à converser avec eux dans une ambiance chaleureuse qui n'était pas du tout ambiguë. C'était vraiment une expérience très riche. Mais dis-nous, lorsque tu te retrouves dans cette circonstance-là, qui est-ce qui vous met en contact avec ces personnes âgées? Est-ce que vous avez sur place peut-être une agence ou je ne sais pas trop des locaux qui vous permettent d'aller sur place? Parce que je sais, tu es peut-être chercheur, tu es peut-être camerounais, mais tu n'es pas originaire de Oufou quand même. Effectivement. Et c'est une très bonne question. La question elle est très pertinente parce que les gens ne savent pas qu'avant de faire un travail de terrain, il y a une préparation en amont. Et c'est là où justement notre collaborateur, que nous remercions encore pour sa diligence, il nous a aidés à établir le contact avec ces patriarches, mais par le biais de l'association des hommes lois du Cameroun. Ok, une association culturelle. Culturelle Béti qui regroupe tous les hommes. Les hommes là, ce sont en quelque sorte les gardiens de la tradition Béti. Tu vois. Et on est entré en contact avec eux. Ils nous ont demandé qu'on avait fourni la fiche d'émission, le questionnaire et le but de la recherche. Et comment ils réagissent ces hommes âgés là? Comment est-ce qu'ils réagissent quand tu leur poses des questions? Tu arrives là avec un interprète bien sûr, mais quand tu leur poses des questions sensibles sur la guerre, sur leur vécu, à un âge comme 130, 150 ans, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils réagissent avec de l'émotion? Est-ce qu'ils en pleurent? Bon, déjà il faut retenir que mes recherches n'étaient pas axées sur la guerre, ni sur la participation du Cameroun pendant les deux guerres. C'était purement sur le Johnson. On va parler de cet objet-là qui a été pris pendant la période coloniale et qui représente le passage de l'âge adulte, de l'adolescence à l'âge adulte chez les Bétis. C'est une initiative où à la fin, l'homme Béti ressort plus aguerri. Ça fait de lui un homme expérimenté en temps de guerre, un militaire. Et les épreuves sont tellement douloureuses et très pénibles et rudesques au point où c'est pas beaucoup qui réussissent à s'en sortir. Donc, vu que le rite a été interdit par Hans Dominique, le premier de colon qui est arrivé à Yaoundé. Et Hans Dominique, il faut dire que c'était le gouverneur du Cameroun allemand. Le Cameroun allemand, effectivement. Et maintenant, donc, non seulement ça a été interdit, mais ça a été aussi banni du territoire. Mais maintenant, ces papas-là qui étaient, à l'époque où on pratiquait le rite, étaient encore jeunes, des adolescents et tout, ils ont quand même eu la grâce d'apprendre des aînés qui étaient autour, tout le processus, tout le déroulé du rite, et à conserver cela en tant que mémoire. Donc, ce qui fait en sorte que ma présence au Cameroun était comme une lueur d'espoir pour eux parce que le rite n'est pas abordé, le rite n'est pas parlé, l'histoire du rite même est plus ou moins encore peu connue ou bien pas connue, surtout des générations actuelles. Donc pour eux, voir un jeune qui s'intéresse à la question, à l'histoire du rite, ça a suscité beaucoup d'émoi. C'était pour eux un moyen c'est comme si on leur redonnait encore la parole, qu'ils nous racontent une histoire qu'ils ont vécue. Est-ce que tu penses que ce sont seuls, ces papas-là, après avoir vécu les deux guerres, après avoir connu autant de choses, de péripéties, pour certains ils ont même participé, mais est-ce que tu ne penses pas qu'ils se sentent seuls? Parce que là tu en parlais, parfois ils se sentent écoutés quand ils voient un chercheur venir leur poser une et deux questions, mais est-ce que les jeunes Camerounais s'intéressent à la chose? Non, ça c'est le comble et c'est même la principale raison pour laquelle ces papas ne sont pas ouverts. Parce qu'il n'y a pas de jeunes qui s'intéressent effectivement sur l'histoire de leur culture, qui cherchent à savoir
comment est-ce que la culture Béti était pratiquée, quelle était la substance du ritso par exemple, pourquoi elle était pratiquée, quel était le but et tout. Les jeunes sont comme clairement déconnectés de cette réalité-là. On ne peut pas les en vouloir parce qu'il y a ce qu'on appelle la modernisation, la colonisation qui est venue. Donc beaucoup sont nés après des années après l'interdiction du rythme, tu vois. Oui. Donc du coup, il n'y a pas un pont culturel qui les permette de s'acquérir de cette histoire. Donc maintenant, voir maintenant un jeune, peut-être comme moi qui travaille sur la question pareille, ça donne lui l'espoir, sachant qu'avec la technologie d'aujourd'hui, les résultats des recherches seront vulgarisés. Et par conséquent, la plupart des gens auront accès à ça, et des gens de tout âge. Tu vois un peu, les jeunes, les adolescents, la trentaine, la quarantaine et tout. Donc, pour ces papas-là, c'est comme un dernier devoir de mémoire qu'ils ont fait avant de partir. Parce qu'on est conscient qu'à cet âge-là déjà, on peut être rappelé à tout moment. Donc, livrer en quelque sorte les derniers secrets parce qu'ils ont l'opportunité maintenant de parler de ce qui était interdit. Ils ont donc vu dans ça une opportunité, une aubaine de livrer le récit. Sachant maintenant que vu que c'est un jeune comme moi qui s'y intéresse, c'est clair que la génération qui sera impactée sera plus jeune. Et en fait, tu parlais de cet objet sacré là, oui, le Jomso, qui fait vraiment polémique actuellement parce que l'interdiction du rite, il faut le rappeler, à l'époque, c'est accompagné d'une destruction de l'objet sacré qui incarnait le rite et d'une destruction même des espaces qui étaient utilisés pour pratiquer ce rite-là. Mais parle-nous de cet objet mythique déjà, qui aujourd'hui ne se trouve plus sur le sol camerounais, mais plutôt dans un musée en Allemagne. Comment ça se fait qu'un objet aussi mythique, aussi important pour le peuple Béti et Wondo se retrouve dans un continent à 5000 km de l'endroit d'origine et de son utilité? Comment ça se fait que ce truc-ci retrouve sans avoir d'effet mystique, secondaire ou de retombées? Non, ce que tu dois d'abord savoir, c'est que la colonisation a eu aussi ce côté destructeur sur le plan spirituel. C'est-à-dire, pour vaincre, il fallait d'abord anéantir la source de pouvoir des résistants. La meilleure façon d'intégrer les autres religions comme le christianisme, qu'on a connu, comme on a dit à l'école, les 3 M, les marchands, les missionnaires et les militaires. Il fallait d'abord, premièrement, casser tout ce qui était considéré comme sacré chez le peuple, chez le colonisé. Pour pouvoir le soumettre en quelque sorte. Et pour que cette soumission soit docile, c'est-à-dire un changement de spiritualité, premièrement en diabolisant sa spiritualité et en la remplaçant par une autre spiritualité, parce qu'il fallait croire en quelque chose, il fallait continuer cette adoration-là, mais maintenant vers un autre Dieu. Plus blanc, on va dire. Mais après, il faut aussi rappeler que la spiritualité du Dieu blanc, qui est peut-être le christianisme ou l'islam, n'a pas toujours été la spiritualité de tous les hommes européens ou de tous les hommes blancs. Il faut rappeler que les spiritualités traditionnelles que nous avions en Afrique et que nous avons encore pour certains peuples ont été aussi le partage. Ont également été le partage de beaucoup de peuples européens. Et ce sont des spiritualités qui ont été combattues par le christianisme à un certain moment, puisque le christianisme a été purement expansionniste. Bon, ma question c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu des résistances à cette incursion-là? Parce que voilà, on ne vient pas dans votre village récupérer votre rite sacré. C'est vrai que ça englobe toute une question de résistance, parce qu'aujourd'hui on est également là, je rappelle pour ceux qui nous regardent, pour parler des résistances, et des résistances qui ont réussi, les résistances qui ont donné de l'espoir, les histoires qu'on peut retenir et compter sur les résistants camerounais et les résistants des peuples Béti, Bassa, Sawa et peut-être même Grasfield. Pourquoi pas donner quelques noms qui vont nous permettre de raconter des petites anecdotes à nos enfants. Alors, ma question c'est, y a-t-il pas des personnes qui se sont levées dans le peuple Béti pour se dire, on s'oppose à cette destruction, on s'oppose à cet arrachement de rites? Oui. Qu'est-ce que l'histoire nous dit? La résultante de mes recherches montre qu'effectivement, il y a eu des vaillants résistants parce que ce que les gens ne comprennent pas de la structure, par exemple, socio-culturelle du peuple Béti, surtout ceux des Yaoundé, c'est que les quartiers que nous avons aujourd'hui, comme les Eliksonou, Eligedjoa, Eligefa, c'est avec le colon que le Béti a connu ce qu'on appelle le chef, l'introduction du chef traditionnel, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, les noms comme les Eliksonou, ça veut dire le chef, le village des Sonou. Donc, les Sono maintenant qui était le chef de la grande famille, donc les Béti étaient constitués en grande famille.
Donc maintenant, ils se regroupaient pour justement faire le rite, les festivités, les conclaves et tout. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui les ligues sono, les ligues familles et tout. C'est le nom des grandes familles régnantes et gérantes de la communauté Béti de Yaoundé. Parce qu'il n'y a pas que les Béti, il y a les Béti, il y a les Manguissa. Est-ce que les enfants de ces grandes familles-là non, j'en viens. sont pas organisés pour... J'en viens. Voilà. Mais là, qu'est-ce que l'histoire de l'opprimé nous révèle? Parce que là, le but de la recherche, je le dirais, était justement de tendre le micro aux descendants de l'opprimé pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les faits historiques qui sont relatés là sont en contrario ou s'accordent avec vos récits? Et non. Parce que lorsque Ange Dominique arrive, ils sont déjà accueillis, ce qu'ils arrivent à Yaoundé, c'est avec un soldat qui était décédé pendant l'expédition. Il fallait donc trouver un endroit mesuré pour l'enterrer. C'est comme ça qu'ils arrivent à Yaoundé, ils rencontrent dans les chefs de grandes familles qui sont dans ces espaces-là que l'on pouvait enterrer vos morts ici et tout, de façon pacifique. Mais maintenant, donc, il y a donc une volonté maintenant de dominer, de s'installer maintenant pour durer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire la centralité. Les chefs s'étant ne voulant pas, premièrement, n'ont pas fait une opposition, une résistance militaire d'affront. Non, ils se sont dit, bon, on va d'abord essayer de négocier, de les faire comprendre qu'attention, vous êtes venus sur un territoire qui est le nôtre, on vous a accueillis de face avec l'hospitalité, mais là, il ne faut pas venir s'en prendre à notre culture, à nos rites et nos traditions. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est que le moment où Ange Dominique maintenant veut interdire le rite, il y a un complot qui se prépare contre lui, ces chefs-là qui ont décidé de mettre un terme à sa vie. Maintenant, encore les membres de cette même communauté, qui avaient des infiltrés, qui communiquaient avec le colon, a fait fuiter l'information. Donc, Ange Dominique a vent qu'il y a un complot qui se prépare pour l'éliminer. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il réunit tous les chefs de ces grandes familles-là dans un rassemblement. Okay, à Yaoundé. Et à Yaoundé, il les exécute tous. Devant leur famille. Ils exécutent les chefs, les femmes, et les descendants, ils effacent les dynasties. Et ça s'est passé à la ville de le quartier où on appelle Étoile Miki. Étoile Miki, c'est la rivière du sang, la mare du sang. C'est là-bas que ces choses ont été exécutées. Et le rite a été interdit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu un temps de préparation pour dire bon, on va les affronter militairement avant qu'ils détruisent notre patrimoine, notre culture. Ils l'ont fait de façon assez rapide. De façon anticipée. Ça nous ramène aussi à un autre sujet. Mais avant de continuer, parce qu'on va revenir sur ton parcours en Allemagne, sur comment tu as retrouvé un nouveau contrat. Et avant ça, on va faire une pause dans ce parcours. Alors, bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans l'émission du podcast de Joël Mungwe. Et aujourd'hui, je reçois le docteur en devenir, Deschanel Tanque. On le souhaite. Hein. J'aime vraiment cette expression-là, docteur en devenir, parce que c'est un rêve qui, avec du temps, se réalise, se concrétise. Ça a toujours été un de mes points d'achèvement. Exactement. Donc, si vous nous rejoignez aujourd'hui, on parle des victoires lors de la colonisation. Et on va essayer de parcourir un peu l'histoire de la colonisation allemande au Cameroun avec un historien qui travaille exactement sur le sujet. Il travaille sur la provenance des objets d'art qui se trouvent actuellement au musée 5 continents à Munich, en Allemagne, dans la Bavière. Alors, Deschanel, tu nous expliquais tout à l'heure le gouverneur du pays, du Cameroun de l'époque, sous le protectorat allemand, avait décidé de rassembler les chefs Petit et Wundo et il les a tous décapités. Oui, parce qu'il a eu vent d'un infiltré de la communauté. Un projet d'assassinat était en gestation contre lui. Et ça devait être un assassinat mystique. C'était un truc qui devait être concocté par comment on les appelle, les gardiens de la tradition Béti, pour éviter un certain nombre de soulèvements et tout, vu que c'est clair qu'en termes d'équipement militaire, les Allemands étaient plus outillés que les Bétis. Donc, une résistance de front, de guerre, pas été possible. pour neutraliser Ange Dominique était vraiment
c'était quasiment voie l'échec. Donc, il fallait donc maintenant utiliser de la spiritualité pour l'écarter. Donc, il a eu vent de ça parce que ça a fuité. Il a donc décidé donc non seulement d'interdire complètement le ritso, mais de faire tout cela qui pouvait constituer une menace contre l'autorité allemande. Donc, tous ces chefs de clan-là, qui jouissaient d'une popularité aussi, qui étaient très écoutés de leur sujet, il fallait donc les mettre à l'écart. Donc, c'est comme ça qu'il décide de les rassembler donc, à Étoile Miki et de les exécuter. Et il va plus loin. L'endroit sacré où le ritso était pratiqué, il a fait vandaliser cela, détruire, il a mis ça en sac. Mais pour maintenant, vu qu'on est dans un contexte où le blanc vient avec sa religion à lui et veut la faire adopter par la communauté qu'elle domine, il a donc décidé donc, cet endroit sacré-là, pour empêcher que ça soit un lieu peut-être de recueillement, de construire une cathédrale. Oui, tu nous as expliqué. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cathédrale de Volier. Oui. Beaucoup ne le savent pas. La cathédrale de Volier, centre-ville. Beaucoup ne savent pas que Volier était le lieu sacré où le ritso était pratiqué. Mais est-ce que les papas Betty, avec qui tu as discuté, dans la Meufou et à Famba, est-ce qu'ils se rappellent de cette histoire? Est-ce qu'ils le savent? Bien sûr qu'ils se rappellent. Et là, je vais saluer ici là, le docteur Fouda, qui est la directrice du musée des peuples de la forêt noire. Ah oui. C'est à quelques encablures du musée national du Cameroun. J'ai été aussi, on a beaucoup échangé sur cette question-là. Elle nous a fait l'histoire de la vie de Yaoundé, de la nomenclature de Yaoundé à Yaoundé. Donc elle est responsable du musée des peuples elle est descendante. C'est très important. Elle est la descendante de la lignée Essonu. Ouais, important. Ouais. Elle est la descendante de la lignée de l'un des fondateurs de la ville de Yaoundé. C'est un enfant de la royauté. Oui, elle est pharmacienne de profession parce qu'elle a exercé du côté de la France, mais depuis des années déjà, elle a ouvert le musée des peuples noirs de la forêt, le peuple Béti notamment, qui vont fêter les 20 ans d'existence ce mois-ci. On a eu un plaisir à échanger avec elle, c'est elle qui nous a relaté de façon crue cette histoire-là qui est méconnue de beaucoup. C'est un peu le contexte dans lequel les Camerounais de l'époque, nos ancêtres, ont donc décidé aussi de ne pas se laisser faire. Et d'impiéter maintenant ce qu'on appelle les résistances aussi, parce que là, ils ont compris que l'hospitalité offerte à l'étranger était un piège. Maintenant, suite à cet assassinat de masse-là, réunir des personnes, des chefs des autorités, les assassiner froidement, non pas seulement les autorités, mais aussi les membres de leur famille. Ouais. Leurs femmes, leurs enfants, la lignée. Suite à cette grosse perte, à cette perte immonde, comment se fait-il qu'il y ait encore eu de résistance? D'où venait la résistance? La résistance venait des zones où l'autorité coloniale n'arrivait pas à soumettre de façon pacifique certaines zones. Là, je ne vais pas trop entrer dans l'histoire de peuple Fambiti parce que je ne me suis pas intéressé en profondeur sur les résistances organisées là-bas. Là, je veux saluer aussi le docteur Bingono qui, lors de notre entretien, a mis beaucoup plus l'accent sur la formation militaire de ceux qui pratiquaient le ritso. Donc, en sortant de là, c'est des gens aguerris qui ont causé beaucoup de problèmes à l'autorité coloniale. Mais maintenant, si on veut parler des résistances qui ont été les plus documentées jusqu'ici, là, on peut citer côté du littoral, on peut citer la résistance au sud-ouest de Bakweri, au Mont Cameroun, de 1891 à 1894, qui ont causé énormément de problèmes d'autorité à l'armée allemande, à Schutztruppe, et qui leur ont causé beaucoup de pertes en vie humaine aussi. Ce qui est, pour ma part, qui est regrettable dans ça, c'est que la Schutztruppe n'était pas les soldats de la Schutztruppe n'étaient pas les Allemands, mais les Camerounais qui ont été recrutés. Parce que l'Allemand ne faisait pas venir ses soldats, l'Allemand pour venir, non, il faisait venir plutôt son artillerie, son armurerie, le matériel de guerre, mais le recrutement des soldats, c'était malheureusement nos frères. Mais on apprend dit que ces hommes-là fonctionnaient au chantage. Ça veut dire, si tu ne rapportes pas la tête des résistants,
Par exemple, tu vas te retrouver privé de ta femme, tu seras privé de tes 2 enfants, on va leur couper les bras, on va leur trancher les membres. Est-ce qu'au final, ce n'était pas ça le motif? Je veux dire, c'est des personnes qui ne faisaient pas ça à leur libre arbitre. Ce n'était pas un métier. Est-ce qu'ils étaient rémunérés? Dans l'historiographie actuelle, je ne veux pas trop utiliser le terme traître ou bien le terme vendu parce que ceux qui collaboraient avec les colons, moi j'ai noté ici 3 raisons principales. La première raison, c'est des tentatives de préserver leur communauté pour éviter des exterminations. La deuxième raison aussi, cette volonté-là de pouvoir préserver la paix. Et aussi, comme tu l'as dit, les pressions militaires. Il y avait beaucoup de contraintes. Parce que il faut noter un fait important, c'est que le colon allemand ne donnait pas directement ses ordres aux colonisés. Non, il passait par l'intermédiaire des chefs. C'est pour ça que pendant la résistance, la première chose qu'il fallait faire, il fallait neutraliser le pouvoir spirituel des chefs pour mettre en branle, pour détruire la cohésion sociale. Parce que nous, étant une société hiérarchisée, ayant des chefs à la tête qui sont plus respectés, plus vénérés, même pour l'autorité administrative. Donc, une fois que le chef était vaincu, c'est clair que le peuple suivait. Et maintenant, le chef donc, qui recevait les ordres du colon parce qu'il avait la pression, transmettait ces ordres-là à son peuple, qui était obligé de suivre. Mais il n'y avait pas une domination directe entre le colon et le colonisé, non. Le chef jouait l'intermédiaire. Mais pour jouer cet intermédiaire-là, il fallait le déposer de son pouvoir. Et par la suite, donc, transporter les œuvres sacrées, parce que ce n'était pas des œuvres d'art, c'est des œuvres sacrées. Pas là de la sacralité. Exactement, c'est parfois cette erreur-là. Voilà. Que c'était des artefacts. C'était pas des artefacts, des œuvres purement fantaisistes. C'était pas des artefacts, c'était des œuvres, pour la plupart, qui étaient là comme des symboles de pouvoir, de protection de la communauté, vénérés. Un certain nombre de rites étaient pratiqués autour pour sa conservation, parce que c'était le lien matériel avec les ancêtres, une voie de communication. Pour pouvoir communiquer avec les ancêtres, il fallait un leader spirituel, notamment le chef. Donc, tuer le pouvoir du chef, déposséder le peuple de son égrégore, c'est clairement la vilie. Maintenant, non, le chef maintenant vient dire, bon, aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça, le colon, on pratique, le peuple suit. C'est vrai. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on est d'accord que les chefs ont collaboré. Ça, on ne va pas refaire l'histoire. Les faits sont là, c'est clair, mais les traités de traite, c'est un peu trop dit parce qu'il n'y a pas une documentation qui montre que leurs agissements avec une volonté réelle de nuire à leur peuple. Comme nous avons écouté le cas de Charles Tangana, par exemple, en 1907, qui était le tout premier chef traditionnel Béti fait par les colons. Parce que j'ai dit à l'entame de mes propos qu'il n'y avait pas de chef chez les Béti. Il y avait des chefs de famille, de clans, mais il n'y avait pas une autorité. Tout le monde, tout un village sous sa coupole. C'est Hans Dominique qui introduit dans cette notion de chef administratif. C'est pour ça que les chefs ont du mal à se faire respecter chez les Béti, parce que de leur histoire, ils n'ont jamais été sous la tutelle d'un seul leader, mais c'est le leader des familles plutôt qui gérait. On a parlé tout à l'heure des exemples de résistance. Bon, même sans exemple très concret, on a parlé des résistances au milieu Béti, au milieu Ewundo. On a parlé également des résistances au milieu Sawa. Qu'en est-il du reste du Cameroun? Est-ce qu'il y a eu des résistances ailleurs dont on peut parler aujourd'hui? Bien sûr, le peuple Sawa, je vais revenir là-dessus parce que ils ont pratiqué une résistance contre le peuple constituée des Douala, des Bakweri, des Bakoko et des Fomoué. Ils ont pratiqué une double résistance hybride, c'est-à-dire, puisqu'ils avaient le monopole du commerce au niveau du littoral, ils contrôlaient le commerce là-bas, donc ils ont pratiqué ce qu'on appelle négocier, mais on ne cède pas. Rappelons que les colons allemands n'arrivent pas d'un coup comme ça. C'est parti des commerçants allemands qui, ayant exploré le Cameroun, ayant traité avec ces chefs-là et tout, font donc un rapport du côté à Bismarck, le chancelier de l'époque d'alors, pour lui dire que dans l'entreprise coloniale dans laquelle tout le monde est engagé là, c'est-à-dire les Français, les Hollandais, les Anglais, elle est rentable. Mais nous ici, on a une zone très stratégique qui vaut la peine de s'y impliquer de façon de nous implanter, mais on va faire les choses différemment puisque les chefs ici là sont très éduqués. Ils n'ont pas le complexe du blanc puisqu'ils traitent avec les Hollandais, les commerçants depuis belle lurette. Et ça, c'était à Douala? Oui, j'étais du côté du Vori. Dans la zone du littoral. Le blanc n'était pas exotique pour eux parce qu'il y avait, avant les Allemands, il y avait les Hollandais, il y avait les Portugais qui venaient, donc ils traitaient déjà avec le blanc.
Ils proposent l'idée de signer plutôt un traité de protectorat, qu'on a appelé le traité germano-douala, qui a été signé le 12 et a été acté le 14 juillet 1884. Pour maintenant dire, bon, on va maintenant réguler le commerce, mais vous allez opérer sous notre protection. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le traité qui a été signé le 12, qui a été lu par les chefs douala, qui signé, n'était pas le même, qui a été publié le 14. Complètement inversé. Ils ont changé les trucs. Dans la nuit, ils ont tout changé. La nuit a porté conseil. Donc, les premières résistances d'abord des douala, c'est au niveau de la négociation du commerce, que vous n'allez pas contrôler notre commerce. Ça ne figure pas sur le traité. Donc, vous ne pouvez pas venir maintenant vous décider d'instaurer les prix et tout. C'est là où le célèbre résistance, la Pondo Aqua, c'était en 1890, il a obtenu lors d'un procès gain de cause contre les compagnies ou Hansen Thormalin, qui était l'une des compagnies principales allemandes à l'époque, parce qu'il voulait contrôler le commerce sur la côte là. Non, il y a eu un procès, il a eu gain de cause. C'est ça la première résistance. Maintenant, quand on vient avec les Bakori, comme je l'ai cité tout à l'heure, du côté du Mont Cameroun, ensuite on part du côté de la Damawa. Il y a la résistance de Tibat contre Ange Dominique, c'était 1899-1901, où Ange Dominique a eu du mal avec la chousse-coupe à vaincre les Fulani. C'était des gens aguerris à la guerre. On a tous entendu parler de Ousmane Danfodio, la conquête islamique à l'intérieur du territoire. Donc, c'était des gens qui étaient aguerris à la guerre, qui connaissaient les tactiques de guerre, des méthodes techniques. Donc, Ange Dominique a dû dépêcher des chars. Mais les Fulani, est-ce qu'ils n'étaient pas plus du côté du nord? Mais après le côté germano-douala, le colon allemand décide maintenant de faire ce qu'on appelle la conquête de l'Interland. C'est-à-dire, il va maintenant à l'intérieur du territoire pour prendre possession du territoire, disant que ça figure dans le traité. On ne doit dire que non, le traité ne concerne pas tout le territoire. Le traité concerne seulement nous, les chefs Aqua et Bel. Vous, les autres ils n'ont pas pris part au traité. Donc, où est-ce que vous avez eu titus ou de dire que vous allez entrer à l'intérieur du territoire et saisir le territoire? Ça, c'est ce que leur répondent les chefs. Oui. Et maintenant, quand ils arrivent dans les villages, ils ont commencé le littoral, il y a des ruptances. Parce que ce qu'ils brandissent comme autorisation, les gens ne se reconnaissent pas. Mais c'est pas où vous sortez, vous venez, vous décidez que vous allez prendre notre territoire. Vous avez quel mandat? Vous nous dites que vous ne parlez pas de colonisation, mais de protectorat, mais avec des agissements des colons. Parce que rien ne vous différencie avec ce que les autres pratiquent. Dans les Grassfields aussi, en pays bamileke aussi, il y a eu des résistances. En pays bamileke? Oui, la résistance bamileke de 1902 à 1910 a été l'une des plus longues. Jusqu'ici, l'histoire nous dit que l'Allemagne n'a pas pu soumettre toute la côte ouest du Cameroun, c'est-à-dire tout l'ouest de notre pays, parce que le fait que l'ouest est froid, il y a des chutes d'eau, il y a des collines à faire. C'est un terrain pas facilement prenable. Ah oui. Étant donc aguerri, à cause des collines et de tous les obstacles qu'il y avait, ils ont eu beaucoup de peine à pouvoir soumettre cette partie du pays. Ok. On a parlé de conquête coloniale, on a parlé de Hans Dominique, on a parlé des résistances, on a parlé des personnes qui se sont levées pour résister à un faux accord, alors un accord qui existait seulement entre le peuple. Aqua et Bel. C'est même pas tous les chefs douala. C'est même pas tous les douala. Entre les Aqua Bel et l'Allemagne, alors qui veulent mettre le Cameroun sous protectorat. Maintenant, ça c'est une question qui est complètement en déphasage avec ce qu'on vient de dire. J'aimerais savoir quel est ton avis sur les accords coloniaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette rumeur qui dit qu'on en fait trop quand on parle d'accords coloniaux. Parce que là, il ne s'agit plus du temps de la colonisation, mais plutôt du temps des indépendances. Voilà, on saute carrément dans l'histoire. On reviendra maintenant donc plus tard sur ton travail de recherche. On voit par exemple, après la colonisation, après que toute l'histoire a été faite, lors des indépendances, le pays est remis à Ahidjo, après qu'André-Marie Mbida ait été assassiné. Le pays est remis à Amadou Ahidjo, avec des accords coloniaux, entre guillemets. Maintenant, donc, maintenant, donc, il y a des accords qui sont visibles sur le papier, qu'on peut retrouver dans la Constitution camerounaise, qu'on peut retrouver sur le site internet des Affaires étrangères de la France, sur même le site internet de Quai d'Orsay. Mais il est dit qu'il y a des accords non connus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, avant d'abord de donner mon avis sur la question, j'aimerais d'abord relever un fait historique qui est important et que beaucoup peut-être ne le savent pas. Il n'y a pas d'accord
d'accord colonial entre l'Allemagne et le Cameroun. Okay. Pas du tout, parce que les seuls traités qui ont été signés entre l'Allemagne et le Cameroun. C'est une bonne question, parce qu'on va dire l'Allemagne a perdu, mais est-ce qu'il y a encore... Oui, effectivement, c'est très important de le noter. On regroupe ça en 3 grandes catégories de traités, on va le dire ça comme ça. Il y a le traité germano-douala de 1884, il y a les annexions des territoires de 1895 à 1897, et il y a le traité du 4 novembre 1911, ce qu'on appelait le traité Maroc-Congo, entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne pour commencer les processus de céder le territoire camerounais. Maintenant, après 1916, parce que c'est l'Allemagne qui est le Cameroun en 1916, il y a le condominium franco-britannique, le Cameroun est sous mandat de la SPN, et 80% du territoire est contrôlé par les Français et 20% du territoire est contrôlé par les Anglais. Donc les seuls, il n'y a pas eu, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu un accord tacite signé entre l'Allemagne et le Cameroun. Tout ce qu'il y a eu comme accord ici, les accords actuels, c'est purement diplomatique et peut-être économique aussi. Oui, c'est purement et maintenant aussi, ce que les gens ne savent pas, qu'un nationaliste camerounais n'a aidé les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Ah, ça, c'est une question ils n'ont pas combattu, que j'allais te poser. Oui, ils n'ont pas combattu aux côtés des Allemands. Parce que il est dit dans les livres d'histoire, même, il est dit que certains locaux auraient aidé les Allemands à se cacher. Les émissaires allemands qui fuyaient les soldats britanniques et français quand ils entraient, certains locaux auraient aidé les soldats allemands à se cacher. Non, la seule chose que les nationalistes ont fait après le départ des Allemands en 1916, quand la France et la Grande-Bretagne entrent officiellement en scène, ils ont accentué davantage les revendications, notamment pour l'abolition du travail forcé. Parce qu'il faut noter un fait important pour le travail forcé, c'est que pendant la période coloniale aussi, l'Allemagne avait instauré la taxe. Et il y avait la taxe sur l'habitation, la taxe sur le nombre de personnes dans la maison, même la taxe sur des animaux, la taxe même sur des morts. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé, on paye une taxe là où il est. Maintenant, la plupart ne pouvant pas s'aguerrir de cette taxe, ils devaient commuer cela avec les travaux d'intérêt général, type travaux forcés. Et d'autres aussi s'est recrutés, on payait ces manœuvres-là, mais des sommes dérisoires parce que beaucoup mouraient, les conditions étaient vraiment inhumaines. J'en reviens longuement sur une partie aussi de mes recherches. Donc après le départ des Allemands, les nationalistes ont vu qu'il y a la Société des Nations qui veut confier la gestion du pays aux Français et aux Anglais. Ils accentuent les recherches, les revendications pour l'abolition du travail forcé, pour l'autonomie dont tu parlais tout à l'heure, et aussi pour l'égalité. Donc la reconnaissance effectivement du Cameroun en tant qu'État souverain. Et il y a eu dans des accords coloniaux qui ont été signés, comme tu l'as dit. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que vu que ces accords sont connus, et il y a des accords qui ne sont pas connus, je pense qu'avec une volonté politique, on peut mettre fin à ces accords. D'autant plus qu'elles ne nous aident pas à nous développer, mais nous maintiennent dans un système néocolonial. Or, il est dit qu'on a une indépendance. Il est dit que les rapports sont entre États. Donc, il y a une certaine égalité au niveau des rapports. On ne traite plus comme avant, on t'oblige à signer un truc. Mais je me dis aussi que s'il y a une volonté politique, et avec une remise en question, historiographie, de voir que le bilan des accords coloniaux, on va se rendre compte que c'est un maintien tacite de la colonisation, mais sous la forme néocoloniale. C'est-à-dire une colonisation avec des nouvelles méthodes, avec des nouvelles formes qui sont plus agressives, comme la colonisation au XXe siècle par exemple, mais qui sont un néocolonialisme économique et aussi culturel. Parce que, qui a révolté beaucoup d'eux, c'est notamment d'avoir découvert que tout l'État sur lequel est construit l'ambassade de France au Cameroun est loué à 1 franc. Oui, on parle du santé d'État. Santé d'État, 1 franc le mois. Mais un franc symbolique. C'est un franc symbolique. Par année. C'est terrible. Par année. Un franc symbolique par année. C'est terrible. Ouais, c'est quand même terrible. Donc, quand on se questionne, moi en tant que chercheur, en tant qu'historien-chercheur, quand moi je questionne ces accords, je me dis tout simplement qu'on doit les rompre. Donc, en fait, il n'y a pas d'accord spécifique entre le gouvernement allemand et le Cameroun, parce que voilà, les Allemands ayant perdu la guerre, les relations n'ont pas forcément avancé. Tu vois, c'est estompé jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau régime en place en Allemagne. Ça, c'est compréhensible. Mais par contre, tu affirmes qu'il y a eu des accords entre le gouvernement français et le gouvernement camerounais qui ne sont pas connus. Pendant la passation de la gestion du pays,
notamment à il y a des accords qui ont été signés entre le général de Gaulle, parce qu'il faut le préciser, avec le général de Gaulle et le gouvernement camerounais, les accords concernant la défense, par exemple. Donc il y a un accord qui stipule qu'en cas de guerre, le gouvernement camerounais doit mettre à la disposition du gouvernement français son armée. En cas de guerre, c'est stipulé dans les accords, son armée au service. Et ça, par contre, c'est connu. Hein. Ça, c'est connu. Ça, par contre, c'est connu. Tu vois, ça perdure encore. Il y a un accord aussi qui stipule sur le plan économique, par exemple, que ce n'est pas nous qui négocions le prix de l'exploitation de nos matières premières. Ça, c'est pas clairement dit. C'est la France qui définit les prix. C'est pas clairement dit, mais en fait, dans les faits. Dans les faits, on le voit. C'est ça. Et maintenant, non, si elle n'est pas intéressée et qu'il y a un autre intéressé, c'est à elle de négocier avec l'intéressé là, pas avec nous. Ok, donc en fait, ces accords-là, comment est-ce que tu expliques, en fait, on va un peu s'attarder sur la question 2 minutes, comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui il y a du doute sur le sujet de Paul Biya, parce que voilà, on peut être biyaliste, on peut soutenir le régime en place ou pas, mais comment est-ce que tu expliques cette controverse entre est-ce que Biya a aidé le Cameroun à se sortir des accords coloniaux en préservant le sous-sol camerounais, en refusant de renouveler par exemple les accords sur l'exploitation des ressources naturelles. Oui, notamment à Guidère, en 2011. Et comment expliquer qu'aujourd'hui il y a toute une panoplie sur Internet qui disent que c'est un faux récit? Moi je pense que, là je vais donner mon avis en tant qu'observateur de la société parce que je suis apolitique, je ne suis pas membre affilié d'un parti politique, mais je suis aussi conseiller politique. Okay. Je suis aussi conseiller. On découvre les casquettes de notre invité. Ce qu'on appelle, ce que j'appelle normalement les sous-bassements, mais il y a des gens, je ne veux pas dire le nom ici, lorsqu'ils sont appelés à des émissions vraiment qui a de l'audience au Cameroun, me consultent souvent pour que ensemble on prépare l'émission qu'ils vont, c'est-à-dire le questionnaire auquel ils sont appelés à répondre, comment les arguments qu'il faut avancer tout en étant objectif, parce que moi je pense personnellement qu'on ne fait pas la politique pour avoir de l'argent, on fait la politique parce qu'on a de l'argent. Oui. Et ça, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que les gens ne comprennent pas. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, on vient en politique parce qu'on est déjà riche. Et c'est clair que plus quand tu es riche, plus tu deviens riche. Mais la base de la politique, ce n'est pas de venir pour s'enrichir, mais c'est de venir pour servir. Donc c'est dans cet ordre d'idée-là, ma contribution, on va dire ça comme ça, mon analyse politique avec ces personnes-là s'oriente, tu vois. Maintenant, revenons à la question de la polémique autour de des accords, est-ce qu'il y en a? Je pense clairement qu'il y a cette polémique qui est due au fait que après le non-renouvellement de ces accords, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ceux maintenant avec qui on a signé les accords se sont inscrits dans une logique de développer le pays? Et là, c'est la responsabilité du président de se dire, bon, on a eu des accords qui nous faisaient tellement de mal, Dieu merci, on n'en a pas renouvelé. On va maintenant confier la gestion de nos sous-sols parce qu'il faut le dire, c'est pas parce qu'un pays est riche en sous-sol qu'il va se développer. S'il n'a pas l'industrie pour exploiter ce sous-sol-là, le transformer et le revendre, ce sera comme confier un trésor à une personne qui ne connaît pas sa valeur. Il faut des partenariats pour l'exploitation. Mais maintenant, non. Est-ce que dans la signature de ces partenariats avec d'autres pays, qui n'est plus forcément la France, est-ce que c'est effectif? Est-ce que sur le terrain, il y a des résultats? Voilà. Non, c'est parce que c'est effectif. Est-ce que la volonté camerounaise est mise en avant? La volonté de développer, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais est mise en avant. Que les Camerounais voient une amélioration de leurs conditions de vie depuis le changement de partenaire au niveau des accords. Donc, je pense que c'est à partir de là que les gens se questionnent. Bon, ne pas renouveler, avoir renouvelé, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est qui donne l'oppresseur pour un autre. On a juste changé de chambre. On n'a pas changé de ligne. Oui, cette question politique était vraiment juste une parenthèse. Pour avoir l'avis de notre invité sur la question. Bon, maintenant, tu retournes en Allemagne après tes recherches sur le terrain. Tu as le contrat était déterminé. Oui, le contrat qui t'envoie au Cameroun était déterminé jusqu'au moment où tu déposes ton rapport, tu vois. Maintenant, après avoir déposé ton rapport, le musée te rappelle, te donne un nouveau contrat. Comment ça se passe? Déjà, il faut noter que le rapport final n'a pas encore été déposé. On a déposé un premier rapport parce que dès notre retour, et là je salue ici l'initiative du gouvernement camerounais par le biais de notre regretté
directeur du musée national, vu la pertinence du travail de terrain qui a été fait, et vu que l'histoire du John Sow, du Cyril Sow, a réveillé encore des blessures du passé qui jusqu'ici n'avaient pas été guéries, et le gouvernement, donc, via le ministère des Arts et de la Culture et via le directeur du musée national, a donc décidé de constituer une équipe de chercheurs camerounais, des envoyés ici, pour une discussion autour de la question des restitutions avec le ministère bavarois de la Culture. Mais je rappelle déjà que cette discussion avait déjà eu lieu. Il y a eu une première discussion qui avait déjà eu lieu, mais qui n'avait pas donné une suite logique. Donc ça avait été une parenthèse. Maintenant, nous voir revenir encore sur cette même question, ça a suscité encore davantage d'intérêt. Donc, avant leur venue, il fallait donc écrire d'abord un premier rapport et envoyer au ministère bavarois de la Culture pour leur dire, ok, la délégation qui arrive, voilà l'objet de leur visite. Voilà ce qu'ils veulent. Et nous, en tant que chercheurs, on était sur le terrain. On a fait des recherches sur la source de provenance. On a des éléments qui valorisent davantage ou bien qui mettent en avant la pertinence de la restitution. Parce que le peuple en a besoin. Le peuple concerné en a besoin. Ils veulent leur objet puisqu'il s'agit d'une partie importante de leur histoire et de leur spiritualité. C'est pour ça que l'équipe de recherche du Cameroun est là pour qu'il y ait cette fois-ci des avancées sur le plan de la restitution. Il fallait en fournir ce premier rapport-là. Maintenant, ensuite, le contrat s'est extompé et ça a été renouvelé. Le contrat a d'abord été interrompu pour des questions administratives, purement, pas pour la qualité des noms, purement administrative. Maintenant, comme ça a été réglé, je suis revenu sur scène. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a une question? C'est d'écrire maintenant le rapport final qui va être remis à la DTK Deutsche Kulturgutverlust qui finance le projet, qui finance tout le projet de recherche sur le John Sow. Donc, et avant de remettre ce rapport, je dois analyser les sources que j'ai collectées au Cameroun et transcrire également les interviews avec ces patriarches-là qui parlaient à langue locale. Je ne veux pas dire vernaculaire, je n'aime pas le terme, c'est tellement péjoratif que je ne peux pas l'utiliser, mais je préfère dire à leur langue, à leur propre langue. Donc maintenant, il faut ramener ça à la langue de l'européen et maintenant le transcrire, étudier, le traduire, écrire et maintenant joindre ça au rapport. Donc c'est un travail de longue haleine justement qui demande et donc, du coup, c'était nécessaire de prolonger ton contrat? Non, c'était nécessaire parce que dans notre domaine, oui, dans notre domaine, une fois que tu as fait la recherche sur le terrain, on ne peut pas confier les résultats de ta recherche à une tierce personne. C'est toi-même qui dois analyser les sources, qui dois les comparer, qui dois les trier, qui dois les filtrer et maintenant faire ton rapport et déposer. Mais on ne peut pas confier cela à une tierce personne parce que non, c'est ton travail. Maintenant, donc, le musée, dis-nous, toi, de l'intérieur, tu es à l'intérieur du musée, dis-nous un peu comment est-ce que le musée, lui, il perçoit. Je veux dire, je parle du musée, je parle des organisateurs, je parle des financeurs, ceux qui financent ta bourse, du Stift qui te soutient. Comment est-ce que cette organisation perçoit les résistances à la colonisation allemande au Cameroun et particulièrement à la destruction de ces œuvres d'art, de ces œuvres de l'esprit? Très très bonne question. Mais je vais d'abord préciser que je n'ai pas encore de bourse, je n'ai pas de Stift. C'est un projet qui est financé par la Deutsche Kulturgutverlust qui finance le projet. Et oui, c'est une question, elle est très très pertinente parce que avant d'aller sur le terrain, moi je me suis posé cette question-là, savoir quelle est la lecture de nos musées concernant les questions de restitution. Comment est-ce qu'ils appréhendent nos zéros? Est-ce que c'est parce que les zéros les plus connus aujourd'hui, comme les Oumyobé, les Ernest Ouandi, ont mené un combat beaucoup plus politique pour la souveraineté de notre pays? Est-ce que c'était nos premiers zéros? Est-ce que les résistants ne sont pas considérés aussi comme les zéros? Parce que c'est pas comme si on a commencé à résister lorsque le Français-Britannique était là. Non, mais la résistance n'a pas commencé avec l'UPC. Et avec donc je recule, tu comprends que cette graine, cette racine de la résistance propre au Camerounais qui dit non, je refuse comme on s'en prend ma liberté, ma souveraineté, date de l'époque coloniale allemande. Donc les et tout se sont proportionnellement inspirés de ça et se dit attention, c'est pas la première fois qu'on a eu affaire aux colons. On a eu affaire aux Allemands, mais nos alliés ont résisté farouchement, ont donné de leur vie pour préserver leur souveraineté. On continue en quelque sorte le combat. Donc, la lecture du musée, des institutions de recherche, est plus décoloniale. C'est-à-dire, les objets sont considérés comme les supports de souveraineté des peuples. C'est-à-dire, je vais l'expliquer comment. C'est-à-dire, on considère les objets comme des marques de souveraineté politique. Donc là, on parle des musées européens. Que ce soit européen, que ce soit africain.
tu vois, que ce soit les musées européens, que ce soit les musées africains, le discours actuel a changé. On ne voit plus les résistants comme des agitateurs, mais on voit maintenant des résistants comme des défenseurs d'un patrimoine culturel et culturel. Parce que les œuvres d'art sont considérées, comme je l'ai dit, des marqueurs de souveraineté politique, sont considérés comme des liens matériels avec nos ancêtres et sont considérés également comme le symbole même, je veux dire, l'ancrage, la spiritualité, de notre spiritualité. Et ça remet maintenant encore en question le fait que l'Afrique a toujours eu ses croyances. La raison pour laquelle les objets, bien que emportés et laissés dans les musées, ne se sont pas effrités avec le temps. Ils ont conservé ce que je vais dire leur super. Et c'est même grâce à ça, la conception, je veux dire le discours du résistant africain, camerounais en particulier, comme agitateur, change parce que quand on mène des recherches de sources de provenance des objets, on se rend compte que beaucoup d'objets ont été emportés après que les résistants ont été vaincus. Okay. Parce que ces objets-là spirituels étaient considérés par les colons comme un symbole de souveraineté spirituelle des chefs traditionnels et aussi comme un blocage psychologique pour vaincre le colonisé. C'est pas c'est-à-dire dans le sens où il vénère son Dieu. Chaque fois qu'il a une victoire, il rend grâce à son Dieu. Et il vénère son Dieu via sa statuette. Mais c'est déjà une très bonne chose. C'est une évolution. Non, c'est une évolution, on ne parle pas parce que les musées puissent considérer cela comme étant des actes religieux. Bon, le colon le savait à l'époque où bien sûr qu'il le savait, mais maintenant, dans le récit du colon, il n'y a pas la voix de l'opprimé, le colonisé n'est pas mis en avant. Même la fois où le colonisé est évoqué, on cherche toujours à minimiser son récit, son importance. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le discours des musées et des institutions de recherche en sources change parce que c'est grâce à l'histoire de ces objets, par conséquent, les résistants, qu'on peut parler des questions, que le débat sur la restitution se pose même. Ouais. C'est-à-dire, le débat sur la restitution ne se pose pas parce qu'on est venu au musée, on a vu l'objet, on demande ça sort, est-ce que non. Mais le débat maintenant s'inscrit sur le fait que des gens ont laissé de leur vie pour défendre ces objets-là. Et vous êtes venus, vous avez reçu, vous les avez vaincus, vous avez pris, vous êtes partis avec. Mais le combat n'est pas fini. Ils ont donné de leur vie pour ça, mais c'est là pour le fait qu'ils ont donné de leur vie pour préserver leur spiritualité. Vous devez nous remettre. C'est une manière pour ceux qui travaillent sur les questions, pour les musées maintenant, de dire bon, on peut essayer donc de rendre hommage à ces résistants-là. Tu vois? Et là maintenant, on se rend donc compte que la résistance au Cameroun ne s'est pas faite uniquement pour l'obtention de l'indépendance. D'abord, ceux qui sont venus nous coloniser ont eu en face d'eux des résistants, des vaillants résistants. Et pour les vaincre, il fallait casser leur spiritualité. J'aime beaucoup la phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit la résistance ne commence par l'UPC. Ouais. Et ça, c'est important de le noter, c'est important de savoir. Peut-être tu t'y connais un peu mieux. Mais dis-nous, est-ce qu'il y a des historiens qui se sont penchés sur la question de savoir recenser les résistants avant l'UPC, les résistants pré-UPC? Ces gens-là qui ont certainement donné de leur vie et qui sont morts en résistance, qui sont morts à la lutte. Tu as bien fait de préciser qu'en fait, le colon ne s'adressait pas directement au colonisé, il passait à travers le chef. Tu vois? Mais est-ce qu'il y a peut-être des fils de chefs ou alors des politiciens de nos pays qui ont décidé de s'opposer aux décisions des chefs pour opposer une résistance aux colons et qui sont connus, par exemple? Il faut d'abord comprendre que l'histoire de la colonisation allemande au Cameroun est très très peu documentée. Et il y a beaucoup de pans qui n'ont pas encore été élucidés. Par exemple, le rôle de la femme pendant la résistance à la colonisation allemande. Elle n'est pas documentée. Il n'y a pas de livres. À ma connaissance, jusqu'ici, je ne suis pas encore tombé sur une source qui parle ouvertement, de façon explicite, du rôle de la femme pendant la colonisation allemande au Cameroun. Pourtant, elle a joué un rôle prépondérant. Et les femmes aussi se sont opposées, c'est ça? Oui, les femmes aussi se sont opposées. Et en juxtaposition avec leur mari, ils travaillaient de connivence, comment on va dire, de commun accord pour mettre en branle cela parce qu'une résistance demande une préparation physique, une préparation spirituelle
une préparation matérielle et les hommes n'allaient pas, par exemple, affronter les soldats et rentrer encore penser leurs blessures. Bien non, les femmes ont beaucoup joué un rôle, même dans le terme de la séduction, pour savoir les positions ennemies. Beaucoup se sont adonnés aux colons, mais certes, c'était des stratégies de guerre. C'était des stratégies de guerre parce que pour vaincre l'ennemi, il faut connaître ses idées. Normalement, il n'y a pas une histoire qui documente cela parce que à cette époque-là, ce qu'il faut noter, c'est que les résistances se faisaient, c'était des villages, c'était des communautés qui se mettaient ensemble pour résister. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y avait pas une personne qui était forcément mise en avant et dit non, lui, c'est le chef de la résistance, c'est lui qu'il faut tuer. Si on le tue, on a vaincu tout le monde. Non. C'est pour ça que c'est difficile de retracer. C'est difficile de retracer, mais ce n'est pas impossible parce que si on va dans le fond et on mène des recherches allant dans ce sens-là, parce que le problème aussi, parce que la période coloniale allemande a été très courte au Cameroun. On parle de 1884 au 16 février 1916. Non, c'est 1916, c'est le capitaine de 1884 à 1916. Donc elle est très courte. Par contre, la période franco-britannique, elle est extrêmement longue. Parce qu'on est passé de sous-tutelle, sous-mandat de la SN à sous-tutelle de l'ONU avec les indépendances, la guerre des indépendances qu'il y a eu. Donc la plupart des tirs sont concentrés sur cette période parce qu'elle est vraiment longue. Or, celle allemande, elle est très courte et bien, beaucoup oublient que les Allemands ne venaient pas au Cameroun pour partir. Le but même de construire les infrastructures, c'était pour rester. C'était un empire qui était construit sur 1000 ans, tu vois. Donc, la question, c'est pertinent, mais comme je l'ai dit, c'est pas facile de retracer le parcours. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que les chefs qui n'ont pas été tués étaient maintenant obligés d'être au service du colon pour pouvoir permettre à ce dernier de mettre en pratique sa politique impérialiste. Donc, le plus important pour les colons à cette époque-là, c'était de leur casser la spiritualité camerounaise, des sociétés camerounaises, vaincre les chefs et prendre les objets sacrés. Pas pour leur beauté. Parce que beaucoup pensent que quand on parle d'œuvres d'art, c'est juste que non, c'était bien fait, c'était beau. Non. C'est les objets sacrés, c'est la sacralité, c'est la spiritualité, c'est les objets cultuels qui étaient utilisés comme pont entre les vivants et les ancêtres. On a retiré cela et c'est des objets qu'on ne peut pas fabriquer du jour au lendemain comme ça parce que dans la fabrication, la forme de la plupart des objets était révélée en songe. C'est-à-dire, dans cette vieille page, non, vous allez me fabriquer des objets comme ça ici. On se mettait à le fabriquer et c'était chargé aussi spirituellement. Extrêmement chargé spirituellement. Parce que ce n'est pas des objets qu'on peut remplacer comme ça. C'était le cas, c'est que la question des restitutions ne se pose pas. On peut tout simplement faire un autre Johnson. La question que je me pose aussi, je crois qu'on en a parlé aussi lors de l'émission précédente, si ces questions sont aussi profondes, pourquoi est-ce que ce ne sont pas aux Camerounais de se les poser? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment des mouvements camerounais de réclamation de la restitution qui posent la question en profondeur et qui cherchent à trouver des solutions? Bon, tu m'as parlé du fils héritier de la TCL, de la chefferie Douala. Belé, pas Douala, la chefferie Belé, qui était avant Kiko-Ritown, premier aussi grand résistant aussi, parce que son grand pas empêché que l'Allemand hisse son drapeau. C'était Bourgman qui était le commandant de la Schutzgruppe. Il a empêché qu'il hisse le drapeau. Il a dit non, le traité que tu as signé concerne Akwa et Belé, ça ne concerne pas Belé. Donc vous ne pouvez pas venir hisser votre drapeau ici à Kiko-Ritown. Descendez. Le colon a dit bon, non. Il a vaincu. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être une conscience plus développée dans les musées européens que même dans les musées camerounais. Je vais peut-être te surprendre. Les Camerounais, notamment le musée national et des autres acteurs de la société civile, je vais évoquer ici là, le Prince de Grand Tchatchoua, très connu pour ses travaux de questions de restitution, travaille énormément pour cette question de restitution. Il y a même un comité scientifique, mais un comité ministériel interdépendant qui a été mis sur pied pour recenser tous ces objets-là qui font débat, c'est-à-dire qui nécessitent une restitution immédiate. Et maintenant, donc, ils font constamment des voyages ici. Et dernièrement, ils étaient, comme je t'ai dit, en Gier, ils étaient au musée des 5 continents. Après, ils sont allés au musée du Linden Museum à Stuttgart, où ils ont rencontré des responsables du musée pour les notifier encore que voilà, nous avons nos objets. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils bloquent, c'est maintenant le côté juridique. Ce n'est plus, c'est-à-dire, c'est maintenant des questions entre États. On ne discute pas ça avec le privé. Parce que
ne sachant pas, par exemple, l'objet dont on parle, le Jomsou, on ne sait pas exactement à quelle famille le Jomsou appartenait. Donc, pour éviter donc, des réclamations futuristes, le musée national donc, c'est de pont. C'est-à-dire, on remet, ça devient maintenant un objet national. On peut maintenant aussi, l'objectif c'est qu'en dehors de ça, il parvient aussi à récupérer des autres objets qui représentent les 4 aires géographiques du Cameroun, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Pourquoi on peut se mener organiser une fête nationale? Là maintenant, ces objets vont revenir sur les terres d'accueil, mais maintenant ne feront plus la fierté d'une seule tribu, d'un seul peuple, mais une fierté nationale. Parce qu'on va tous s'identifier en tant que Camerounais d'abord. C'est une question pertinente parce que ça a toujours fait l'objet de débat. À mode, on va remettre à qui? On va restituer à qui? Bon, il y a un organe qui est là pour réguler cela. Donnez-nous d'abord nos objets. Ensuite, maintenant, nous en interne, on va décider si l'objet va partir à telle famille ou bien on va le faire. Et ces chercheurs dont tu parles, tu as parlé de Tchatchoua. Oui, le prince le grand Tchatchoua. Prince Tchatchoua, personnes qui font des recherches approfondies, est-ce qu'ils le font en collaboration avec le Musée national de Yaoundé? Est-ce qu'ils le font en collaboration avec le ministère de la Culture au Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Il y a un travail de fond qui est fait. Ça veut dire qu'il y a un département du ministère qui est chargé qui s'occupe de ça, oui. La dernière fois, la dernière visite, je ne sais pas si l'entretien ils sont encore venus, je n'ai vraiment pas parlé de ça, mais je parle de ce qui me concerne, le musée que je représente. Il y avait dans la délégation le secrétaire du ministère des Arts et de la Culture, il y avait le président des chefs traditionnels du Cameroun, Sa Majesté Tchalanzomo, il y avait Sa Majesté Bruno Vondo. Il y avait l'attaché culturel de l'ambassade du Cameroun, elle était là, elle était avec nous. Et il y avait un chef traditionnel, voilà, je ne vais pas redonner son nom. Il y a toute une équipe qui est constituée. Il y avait la directrice des archives nationales du musée, elle était aussi là. Donc, il y a un travail en aval qui est fait de fond. Mais je pense au problème aussi qui bloque peut-être les avancées plus à leur niveau. Parce que là, le problème qu'on a rencontré, comme je l'ai dit, c'est le problème maintenant juridique. Maintenant, c'est les juristes qui doivent discuter des conditions de rapatriement. Pourquoi? Et là, je ne peux pas trop la tenir rigueur à ceux qui concernent cet objet parce qu'ils partent sur la base que beaucoup d'objets, pas eux qui les ont pris, beaucoup ils ont acheté, beaucoup sont venus trouver les objets, c'est-à-dire remettre ça comme ça du jour au lendemain. Il faut que toutes les, je ne veux pas dire que les conditions soient réunies, mais que toute la diplomatie puisse faire son travail. Il faut que le système, la machine tourne, il faut que du côté camerounais comme du côté allemand, il y a une volonté vraiment de restituer. Comme ils sont venus, ils ne sont pas rentrés avec l'objet, tu vois, mais il y a un travail qui est fait pour dire on a besoin de nos objets, on me retourne à notre spiritualité. Ouais, c'est clair ça. Bon, mais dans la prochaine question, ce serait de savoir, tu as travaillé avec des chercheurs camerounais, tu as travaillé en Allemagne avec des chercheurs allemands, notamment avec tes collègues allemands qui t'accompagnent. Oui, le docteur Richard Hülz. Exactement. Et comment est-ce que ce travail de fond est accueilli par ton musée, par le musée des 5 continents, le musée avec lequel tu as travaillé en partenariat? Et quel est le climat de travail en fait en général? Non, le climat il est serein, le climat il est très très professionnel, il est même très chaleureux. Et le musée, que nous en tant qu'historiens se base sur des faits. Dans le musée, lui, son rôle, il est clair, c'est d'identifier la source de provenance des objets, les ayants droit et faire son rapport déposé auprès du ministère de la Culture, chargé maintenant de négocier avec le Cameroun sur les questions juridiques et diplomatiques aussi. Donc il n'y a pas une volonté de dire non, on va conserver les objets. Non, il n'y a pas cette volonté-là. Il y a cette volonté effectivement de restituer, de dire, bon, c'est pas tous les objets qui font le débat de restitution, c'est pas tous les objets qui font problème, qui font polémique. Bon, ceux qui font donc polémique, parce qu'il s'agit de la spiritualité des peuples. Et on s'inscrit dans un processus de décolonisation, mais avec pour principal facteur la réparation. Oh, les réparations. La réparation pour montrer que bon, ok, on sait ce qu'on a fait, ce que nos descendants ont fait, c'est pas bien. Nous, on est dans une optique réparateur. Est-ce que tu penses qu'il y aura réparation? Sincèrement, je pense qu'il y aura réparation. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il y aura réparation. Parce que aussi. Comme dans le cas avec la Namibie. Justement, comme le cas avec la Namibie, avec les héros, les Navas, qui étaient considérés comme le premier génocide du XXe siècle, parce que ça a eu en 1901. Beaucoup pensent que le premier génocide des Allemands c'était avec les Juifs. Non, c'est pas les Juifs. Les centrales à gaz qui ont été utilisées chez eux ont été testées là-bas en Namibie. Les héros, les Navas. On parle de tout premier génocide début XXe siècle.
en Namibie. Donc, et jusqu'ici, l'Allemagne paye encore. Parce que la réparation monte à 1 milliard d'euros. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est sur le plan national. Mais là, il y a des peuples, des familles aussi, des victimes concernées qui disent aussi que non, vous devez aussi nous dédommager. Donc, il y aura réparation. Les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils obtiennent gain de cause. Il y aura réparation. Moi, je pense tout simplement que c'est une volonté politique. Si le gouvernement veut mettre un peu d'eau dans son vin et accélérer dans ce sens-là, il y aura réparation. Bon, mais étant donné qu'aujourd'hui, les gouvernements traitent d'ami à ami en termes de partenariat, est-ce que tu penses vraiment que ce serait dans l'intérêt du gouvernement camerounais de mettre en marche ses partenaires allemands en leur disant on veut des réparations? À qui revient finalement la charge de la réparation et de la revendication? La charge de la réparation revient à l'oppresseur. La charge de la réparation. Oui, qui est censé demander, tu vois? Et est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est au gouvernement camerounais, à travers peut-être son ministère des Relations extérieures, qui sera allé demander au ministère, ou je ne sais pas trop, au gouvernement allemand par son ambassadeur ou ses relations extérieures, voilà, il y a des réparations à faire, ou alors est-ce que c'est une volonté des communautés? C'est une volonté premièrement de l'État avec le concours des communautés. Parce que l'État n'est pas dans une posture où il va venir poser à la communauté est-ce qu'il y a le problème ou non. C'est justement à partir des réclamations des communautés au niveau de on veut nos objets, que l'État doit maintenant, de par son équipe scientifique, dresse maintenant les conditions de réparation. Parce qu'ils reçoivent les doléances des communautés, ils les étudient, maintenant donc ils portent la voix des communautés vers le gouvernement allemand, enfin vers l'oppresseur, pour lui dire voilà, nous on représente la communauté, on représente nos communautés, voilà ce qu'on veut. Moi je pense que sincèrement, là c'est mon avis personnel, c'est parce que le gouvernement peut-être ne voit pas grand intérêt, c'est-à-dire il ne voit pas pourquoi est-ce qu'on va peut-être voter un budget pour affilier à ces questions-là. Qu'est-ce que ça rapporte sur le plan peut-être économique et tout. On n'a pas peut-être, on est, comme on souvent le dit, une jeune république, un jeune pays, même pas encore à peine 70 ans d'année d'indépendance. Au pays peut-être comme la Grèce qui a les indépendances, ça fait des milliers d'années. Donc moi je me dis qu'il y a ça, il y a ce problème-là qui se pose que bon, est-ce qu'on a atteint notre autonomie peut-être financière? Est-ce que notre dépendance, par exemple en termes de bourse, en termes de financement avec les partenaires là, comme tu dis, est-ce que allouer un budget pour cette question, on ne va pas mettre en branle? Exactement. Parce que là, on ne peut pas, on ne pèse pas encore économiquement. Justement, il s'agit de politique. Tu vois? Mais c'est bien quand même, et moi ça je salue, le fait que l'État a un œil sur cette question-là. Il a un œil bien adhéré sur ça. Il reçoit de plus en plus, des communautés font des réclamations et tout, ils les reçoivent. Il y a aussi des réclamations individuelles. Mais maintenant, on nous dit que les volumes en rang dispersés, il y a un organe qui est la communauté interministérielle pour réguler ces questions-là. Venez déposer vos doléances ici, venez déposer ce que vous estimez qu'on a pillé et que vous avez identifié dans tel secours. Venez, vous déposez ça. Nous, au comité interministériel, on va gérer le côté administratif et porter maintenant vos doléances vers l'État et l'État qui va porter cela vers les concernés. Tu vois? Parce qu'en venant peut-être de façon privée, ça n'a pas beaucoup de poids. Ça n'a pas vraiment beaucoup de poids. Mais l'État a rappelé qu'il y a des objets qui ont été restitués aussi. Oui, il y en a qui ont été aussi restitués. Donc, c'est juste que pour le moment, c'est pas, l'État ne fait pas de ça pour le moment son cheval de bataille. Il dit que bon, maintenant on a une période que bon, ok, regardons un peu cette question de restitution là de près et exigeons maintenant parce qu'on pèse du poids, on ne dépend plus sur le plan économique d'une subvention, d'une aide venant de l'Allemagne. Donc, on peut maintenant aussi parler de vivre quoi. Ce qui n'est pas le cas de la Namibie par exemple. Parce que la Namibie ne compte pas peut-être sur les subventions de l'État allemand pour gérer par exemple son pays ou bien ses dirigeants. Non. Donc là, ils ont la légitimité de dire bon, vu qu'on ne dépend pas de vous, vous allez faire du mal, vous devez payer. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Ouais, ça, c'est clair. Et voilà, vraiment merci Chanel de nous donner autant de détails sur l'histoire entre le Cameroun et l'Allemagne, qui est une histoire dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il faut qu'on sache que le Cameroun et l'Allemagne ont eu une histoire ensemble, bien que pas toujours très jolie, pas très belle à raconter, mais comme on le dit souvent, il faut embrasser l'histoire pour pouvoir affronter l'avenir. Et si on embrasse notre passé comme on est en train de le faire en racontant ces histoires sur cette chaîne-ci, on est sûr et certain que notre rapport à ceux qui nous entourent, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a réalisé cette émission depuis l'Allemagne, nous qui vivons ici, nous sommes mieux placés avec le docteur en devenir pour raconter ces histoires-là. Alors, une dernière question, de regretter mémoire
le docteur qui a... non, je parle ici là de ton directeur de mémoire, de ton étude premier. De mémoire, est-ce que son départ aurait peut-être affecté la thèse d'une certaine manière? Ah, je ne suis pas le docteur, le professeur Emen qui ça n'a pas affecté le travail que je fais, mais je veux dire que ça m'a beaucoup refroidi aussi parce que un mois avant son départ, on conversait, il m'avait parlé de sa maladie qui le dérangeait, mais la dernière chose qu'il a fait pour moi, c'est de signer en étant convalescent parce qu'il a été malade, ensuite ça allait déjà, il a signé le dernier document que l'université m'exigeait pour entrer officiellement en thèse, ce qu'on appelle le Betreuungsvereinbarung. Il fallait qu'il signe ça et je devais transmettre ça à l'université. Et notre dernière conversation, c'était en septembre, donc j'ai pris ça comme un coup de massue parce que je m'attendais vraiment pas à ça. C'était une perte vraiment subite et très très tragique. Et j'ai même jusqu'à présent, je n'ai pas encore supprimé son numéro, je n'ai pas encore supprimé nos conversations parce que je n'arrive pas toujours à croire qu'il est parti. Puisque pour la petite histoire aussi, le dernier week-end de notre séjour au Cameroun, il nous a invités chez lui avec le docteur Richard et toute l'équipe avec qui on travaillait pour un déjeuner. Il nous a ouvert ses portes, on a rencontré l'épouse, on a parlé avec ses enfants. On a passé une très bon après-midi à sa compagnie et il nous a toujours aidé, il a toujours tout mis en œuvre pour que nous soyons dans les meilleures des conditions. Et son humanisme là, parce que comme je l'ai dit, c'était pour moi la première fois de voir une personne qui a le pouvoir d'être aussi proche de tout le monde, puisque c'est lui qui propose au docteur Richard Toubon. Vu qu'il est assez avancé avec ses richesses, il peut écrire une thèse avec le travail de terrain qu'il a déjà fait. Je me propose, moi, d'être son deuxième encadreur en tant que muséologue et toi, le premier encadreur, puisque lui, Richard est ici en Allemagne, lui, il est au Cameroun, donc il ne peut pas être le premier en étant au Cameroun. C'était vraiment généreux. Et après, c'est lui qui a proposé directement d'organiser une conférence de presse pour expliquer l'objet de notre travail, de notre présence au Cameroun. C'est la première fois que j'étais devant les caméras, devant les projecteurs, où je devais répondre à des questions, à un partenaire, un public et tout. Donc, c'est un monsieur geste. Et après ça, notre chaîne a eu l'honneur de recevoir. Et peut-être c'est aussi l'occasion de rappeler aussi que pour mieux connaître aussi sur l'histoire de la colonisation allemande au Cameroun, il y a un livre à devenir. Il y a un livre, ça c'est pour ceux qui seront abonnés, qui seront restés connectés parce que c'est l'exclusivité de présenter mon livre. Exactement. Le premier livre qui va sortir, qui va apparaître d'ici peu et qui sera préfacé par le professeur Elundu, qui est aussi mon deuxième encadreur. Donc, mais là, ça va. Ce sera uniquement sur cette chaîne que le livre va apparaître. Personne n'aura d'autre exclusivité. Merci. Et à de ça aussi, il y a l'article. Je crois que ce sera un objet peut-être la prochaine fois qu'on aura se rencontrer. On a écrit un rapport sur notre travail au Cameroun qui sera publié dans une revue histoire allemande ici. Donc, le docteur Richard m'a dit, je vais recevoir un exemplaire. Donc, je crois qu'on va faire une émission pour que je présente ça, vraiment tous les détails de notre émission au Cameroun, ce qu'on a fait. On revient également sur la conférence qu'on a eue et l'article est dédié aux professeurs eux-mêmes. Donc, ce sont des pépites comme ça là, qui sont en gestation, mais ça sera complètement l'exclusivité parce que là, j'ai dit, bon, vu le travail que tu fais, pour t'encourager aussi, toi qui mets en lumière, nous autres qui faisons un travail dans l'ombre, on va dire ça comme ça. Ton intérêt pour l'histoire du Cameroun, des objets d'art, des œuvres d'art, c'est vraiment à saluer, c'est encouragé. Donc, pourquoi ne pas nous servir de ta plateforme pour mettre en avant toutes ces activités, notamment l'article qui sort, le livre qui sort, et là, je crois que j'ai encore une conférence aussi, un séminaire en avril pour parler des villes coloniales. Ça sera du côté de Bonn, oui, c'est du 20. On pourra le retransmettre. Bien sûr. Je crois que lorsque ça sera officiel, c'est-à-dire que les flyers seront disponibles, on va faire peut-être une émission pour en parler. Lorsque cette vidéo va sortir, on mettra en description déjà le lien vers le livre à précommander. Exactement, et le lien également vers l'article. Et également le flyer pour la conférence. Pour que vous puissiez retrouver cela. Donc vous allez retrouver tout ça en description de cette vidéo. Ce sont des pépites avec. Mais j'étais arraché, c'est toi qui auras l'exclusivité. Merci frère. Je me sens honoré. Alors, voilà, on était en train de se dire, comment ça se passe ici en Allemagne avec la disparition de ton encadreur? Est-ce que ça ne paralyse pas le travail? Tu m'as dit, c'était plus un côté personnel que professionnel. Oui. Et maintenant, dis-nous, c'est quoi la suite? Bon, la suite, je vais déjà, le mois prochain, j'ai mon tout premier exposé à l'Université de Göttingen pour présenter mon thème de recherche, les axes, la revue de la littérature,
la question principale et tout, avec d'autres doctorants aussi de ma faculté. C'est le 27 janvier du côté de Göttingen. Et mon directeur de thèse sera le docteur Richard Hultz. Je vais finaliser aussi la collaboration avec le professeur Edundu, qui était aussi un père académique du professeur Emen qui nous a quittés. Et je lui dis déjà merci à travers cette caméra d'avoir accepté de prendre sous son aile, vu que son fils n'y est plus, il a accepté, il a aussi accepté préfacer mon livre qui est en train de sortir. Donc je vais finaliser les questions académiques et administratives avec lui et comme j'ai dit, la présentation du projet en janvier. Ensuite, il y a un premier travail qui va être fait pour élaborer maintenant le plan détaillé de la recherche avec mon encadreur et avec le concours également du professeur. Donc c'est ce qui va être fait pour le moment. Oui. Et en espérant aussi obtenir une bourse parce que là je suis toujours à la recherche d'un financement pour mon projet de thèse. Parce qu'avec un financement, ça va faciliter davantage la recherche en fond, les conditions de recherche aussi, et me permettre de travailler dans un environnement où je n'aurai pas comme contrainte le financement. Oui, exactement. En effet, merci d'être passé sur notre émission cette fois-ci, une fois de plus. Nous vous remercions, vous également, chers abonnés, d'avoir écouté cette émission, cet échange très enrichissant. En effet, sur notre chaîne, nous allons nous efforcer de mettre en lumière les étoiles et les pépites de la communauté africaine en Allemagne. On va essayer de les pousser de l'avant parce qu'on a une communauté forte, on a une communauté assez présente. L'objectif ici étant de permettre de se connecter. On va créer une plateforme de connexion et produire des contenus de qualité qui vont nous permettre d'évoluer. Parce que si les autres communautés ont pu le faire, alors nous aussi on peut le faire. Restez donc abonnés, appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer qu'une de nos prochaines vidéos. Alors on se retrouve très bientôt. On ne sera parti aussi sans remercier notre caméraman, Pareil Dita, qui a couvert cet événement, qui a rendu ceci possible. C'est important de le dire. C'est vraiment important. Vous avez remarqué le nouveau décor, vous avez remarqué les lumières. Un jeune talent en photographie. Vous avez remarqué les lumières. Alors je vais vous mettre son lien Instagram et le lien de ses réseaux en description de cette vidéo, que vous lui donnez aussi également de la force. Voilà, parce que prochainement, très prochainement, il faudra que nous travaillions ensemble. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi. Merci à toi. Et à la prochaine. Merci à toi, mon frère. Merci d'être venu. En tout cas, on le refera.